magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Que deviennent les enfants que l'on dit surdoués à l'âge adulte ? On les dit intellectuellement précoces, mais sortis de l'enfance, ils conservent une façon de penser, de réfléchir différente de la majorité. Être doté d'une intelligence extrême peut fragiliser, faire souffrir, susciter une impression de décalage et d'isolement. Alors comment évolue la précocité intellectuelle avec l'âge ? Peut-on se découvrir surdoué à l'âge adulte ? Et comment s'épanouir avec cette différence ? Nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. Jeanne Siofachin, psychologue, clinicienne, psychothérapeute. Vous avez créé en 2003 Cogitose, le premier centre français de diagnostic et de prise en charge de troubles des apprentissages scolaires. Bonjour Jeanne Siofachin. Bonjour. Vous avez aussi écrit Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué chez Odile Jacob et toujours chez cet éditeur L'enfant surdoué. Également autour de la table Fabrice Bach, psychologue, cognitiviste, spécialiste du développement de la pensée de l'enfant et de l'adolescent. Vous venez de publier La précocité dans tous ses états aux éditions de l'Harmattan. Bonjour Fabrice Bach. Bonjour. Les auditeurs ont déjà commencé à vous envoyer leurs messages et leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag l'attaque. Vous allez donc pouvoir répondre à certains messages. Et puis, en fin d'émission, nous retrouverons Axel Villard. Bonjour Axel. Bonjour Daniel. Alors, un petit aperçu de ce dont nous parlerons dans la dernière partie de l'émission avec vous. Alors pour ceux qui ont un petit creux, on ira manger des biscuits supposés aussi addictifs que la cocaïne. C'est le sujet de l'étude à la con du docteur Dupagne. Ouais. On écoutera une sélection de sons effrayants venus de l'espace avec Florence Porcel et on découvrira une série scientifique dégoulinante de sauce à l'américaine. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré préparée par Hugo Struna et réalisée par Joseph Carabalona. La Tête au Carré, jusqu'à 15h sur France Inter. Et nous lisons en parallèle à 30 cm d'écart un polar et 23 nouvelles, une fusillade, une patinoire parallèle à côté, sur le lit nos corps parallèles, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même. La discussion en parallèle, le fou rire, la crime à Christie, et nous rentrons vers notre hôtel, parallèlement après minuit, parallèle à côté, dans les rues nos corps parallèles, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même. Et nous vivons en parallèle, et la ville nous sépare un peu, nous nous croisons dans les tunnels, la ligne 13, la ligne 2, parallèle à côté, dans Paris nos corps parallèles, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même, parallèle. Pas les mêmes, nous sommes les amants parallèles. Les amants parallèles de Vincent Delerme dans La Tête au Carré sur France Inter. La tête Du point de vue cardiovasculaire, le malade est parfait. Du point de vue cérébral, il nous donne des soucis. Aucune importance, ça ne nous gêne pas du tout. La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Tête au carré en compagnie des psychologues Jeanne Siofachin et Fabrice Bach. Avec eux, nous allons donc voir comment évoluent les enfants que l'on dit surdoués. Quels adultes deviennent-ils ? Alors, je dis surdoués parce que c'est le terme le plus courant, mais est-ce qu'il vous convient tout à fait, Jeanne Siofachin ? Non, mais c'est probablement celui qui rassemble le plus de consensus. C'est-à-dire que le terme aujourd'hui en France qu'on emploie beaucoup, c'est le terme d'enfant précoce ou d'enfant intellectuellement précoce, ce qui est une aberration parce que ça voudrait sous-entendre que ce sont des enfants qui auraient eu justement, et Fabrice sera bien d'accord avec moi, j'imagine, un développement plus rapide, en particulier sur le plan intellectuel, et qui, arrivés à l'âge adulte, tout d'un coup, rejoignent les autres, comme on ferait une puberté précoce ou une croissance précoce. Or, vraiment, ce qui est extrêmement important dans ce sujet-là, c'est bien d'insister sur la spécificité de fonctionnement des surdoués, petits et grands,
des spécificités dont Fabrice nous parlera en termes de développement, mais des spécificités surtout, puisqu'on est dans une émission scientifique, au niveau du fonctionnement cognitif et du fonctionnement cérébral, y compris sur le plan émotif. C'est-à-dire que on est vraiment dans une population qui est en décalage par rapport aux autres. On est sur quelque chose de qualitatif et pas de quantitatif. Et c'est vrai que le terme de surdoué peut donner cette sensation que ce serait des personnes qui auraient quelque chose en plus. Donc c'est là où la terminologie est pas tellement satisfaisante. Mais en même temps, ce qui est important, c'est d'insister sur la notion de décalage. Là, vous avez lancé la chanson Les Amants parallèles, mais je pense que mais que finalement, ces personnalités-là, ils vivent quelquefois, ou en tout cas ont la sensation de vivre dans leurs pensées et dans leurs émotions, dans un monde parallèle, et qu'ils ont du mal à faire des passerelles avec le monde des autres. Parce que vraiment être surdoué, c'est une façon d'être au monde très singulière. Oui, puis je rejoins tout à fait Jeanne sur cet élément de surdoué ou de précocité. Dire un adulte qu'il est précoce à 45 ans, 50 ans, je suis toujours un petit peu heurté. Moi, j'ai privilégié dans mon ouvrage le terme de douance, qui est le terme canadien, je trouve beaucoup plus sensible. Et c'est véritablement, et je le rejoins tout à fait, un fonctionnement intellectuel et cognitif qui est différent, qui les amène à ressentir des éléments différemment d'autres personnes, et ce n'est pas uniquement en termes d'avance intellectuelle. Donc pour vous, Fabrice Bach, ce serait plutôt douance, le terme qui convient, même s'il est moins connu, moins usité. Alors dans les médias, on hésite un peu à le prendre. Vous, c'est plus étonnant, c'est le terme de zèbre que vous employez. Oui, mais parce que en fait, c'était un clin d'œil qui a été beaucoup repris, et c'est plutôt, enfin, c'est très chaleureux d'ailleurs, mais c'est parce que justement pour sortir de cette terminologie, parce que pour essayer d'éviter ces stéréotypes, parce que et du coup, pourquoi je l'ai appelé, d'ailleurs vous êtes zébré, hein, vous avez un t-shirt zébré quand même, hein, je tiens à le signaler pour ceux qui nous écoutent. Mais comme quoi. Mais le zèbre, parce que finalement c'est le seul équidé qui peut pas être domestiqué par l'homme, et que peut-être que vous le savez, mais le zèbre, les rayures du zèbre sont uniques exactement comme les empreintes digitales, c'est-à-dire à la fois on est atypique et en même temps on est chaque fois unique et on a sa personnalité et on est vraiment quelqu'un de différent au milieu de ses semblables. Ah oui, Fabrice Bach, ça veut dire qu'on peut être surdoué et être quand même différent. Il n'y a pas de spécificité commune à toutes les personnes surdouées. Alors, il y a quand même effectivement ce que j'écris dans mon ouvrage, qui est un ouvrage un peu particulier, dans le sens où il part du bébé pour arriver donc à l'âge adulte et pouvoir identifier les étapes par lesquelles vont passer ces bébés, ces enfants, ces adolescents, les difficultés qu'ils peuvent y rencontrer, et surtout au niveau adulte, qu'est-ce qu'il en sera, avec justement une entrée un petit peu nouvelle, si je puis m'exprimer ainsi, dans le sens où pendant longtemps, on sait qu'il y a donc deux domaines qui vont se construire en parallèle, une sphère dite affective, une sphère dite cognitive, et on sait que les deux sont connectés l'un à l'autre. Et pendant longtemps, on se posait la question de qu'est-ce qu'il y avait dans cette zone de connexion. Aujourd'hui, on sait ce qu'il y a. Et on a pu identifier ce qu'on a appelé des structures mères, au nombre de 5, avec, donc, pour les nommer rapidement, anticipation, décentration, généralisation, inhibition, et un régulateur central, que vont être les systèmes de classification qui vont harmoniser les 4 autres. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce développement spécifique, qui sera celui des personnes présentant une douance, c'est que ces structures mères ne vont pas forcément se coordonner tel qu'il le faudrait, et cela va pouvoir générer un certain nombre de souffrances et de difficultés ensuite de vie à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça peut s'observer par imagerie fonctionnelle, un fonctionnement cérébral très spécifique aux personnes que l'on dit alors zèbres à haut potentiel. Oui, mais ça a été très 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 validé aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de discussion, c'est-à-dire sur le caractère, je le dis tout de suite parce que la question arrive très souvent sur la composante génétique de cette particularité de fonctionnement. Maintenant, une composante génétique veut pas dire qu'un papa et une maman surdoués feront une ribambelle d'enfants surdoués. La génétique est éminemment plus complexe que cela. Mais la deuxième chose, c'est que ce qui est bien validé par IRM, c'est effectivement en termes de structure cognitive, par exemple, entre ce qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est-à-dire cette zone sous le front qui est un peu notre tour de contrôle du cerveau, qui effectivement hiérarchise, organise, intègre, mémorise et qui capte l'ensemble des éléments de l'information sur le monde, qui est relié de façon beaucoup plus dense, avec des structures neuronales beaucoup plus importantes, avec une zone qui est à l'arrière du cerveau, qui est la zone pariétale, et qui est un peu une espèce de plateforme qui va envoyer l'ensemble des informations dans le cerveau. Et ce qu'on observe en IRM, c'est qu'il y a effectivement une hyperactivité cérébrale constante chez ces personnes-là, qui donne d'un côté une forme de puissance et d'intensité de la pensée, et en même temps qui conduit à être en permanence en hypervigilance sur le monde et en
hyper-analyse. Et de la même façon sur le plan affectif, parce qu'on a une hyper-esthésie, c'est-à-dire que ce sont des personnalités qui ont l'ensemble des cinq sens qui est particulièrement développé au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe, au niveau de l'odorat, on n'en parle pas très souvent. Et donc, ils ont des antennes comme ça tout le temps sur le monde. Et ça aussi, il a été bien validé que la petite zone qui s'appelle l'amygdale au fin fond du cerveau archaïque et qui est dévolue au repérage des émotions, le seuil de vulnérabilité est singulier. C'est-à-dire que ce qui va être une broutille chez quelqu'un d'autre va déclencher dans cette population des cataclysmes émotionnels. D'où cette hyper-réactivité émotionnelle qui s'explique au niveau cérébral. Voilà. Hyper-intelligence qui va de pair avec une hypersensibilité. Ah oui, complètement. Oui, une hypersensibilité qui rend ces personnes-là qui ont une espèce de surface réactive. C'est ce qui me touche le plus finalement. C'est cette surface réactive par rapport au monde. C'est-à-dire une espèce de sensibilité permanente à tout le temps et sans aucune possibilité finalement de se mettre sur pause parce que tout est capté, l'envie tout de est débrancher, entendu. C'est ce que vous avez pu observer l'un et l'autre chez vos patients. Ils ont une envie, ils en souffrent. C'est ça qui peut-être qui est le plus dur à percevoir pour le reste de la population, c'est que cette hypersensibilité, on a l'impression presque quand vous en parlez d'hyper-pouvoir, vous nous dites ils sentent mieux, ils entendent mieux, ils perçoivent mieux, et en fait ils en souffrent. Alors pourquoi, Fabrice Bach ? Alors pour différentes raisons. Déjà, ils sont en mesure d'anticiper un certain nombre d'éléments. Et il y a quelque temps en consultation, une de mes patientes m'expliquait, elle était extrêmement surprise et troublée. Ils étaient à table dehors et brusquement, elle ne sait pas pourquoi, elle a pris une bouteille qui était sur la table. Il y a eu un coup de vent et tout était balayé. Tout le monde l'a regardé en disant pourquoi tu as fait ça ? Et en fait, leur pensée enregistre tout un ensemble d'informations en permanence qui computent en permanence. Et là, ces éléments se sont connectés, ont généré cette anticipation, cette intuition. Il risque d'y avoir un coup de vent, je retire la bouteille, effectivement c'est ce qui s'est produit. Et cette pensée qui ne cesse d'anticiper, qui ne cesse d'élaborer, si à un moment donné elle n'est pas canalisée, malheureusement ces personnes peuvent retourner cette pensée contre elles-mêmes, et là c'est quelque chose d'extrêmement destructeur. Et ça on le dit peu. Pendant longtemps c'est centré justement sur la douance à un niveau intellectuel de compétence, chez les enfants par exemple. Et on a mis de côté tout un ensemble de registres sur le plan affectif. Et je crois que Jeanne a eu une grande chance, c'est de pouvoir, à travers son livre, mettre en avant tout ce registre affectif et cette importance du domaine affectif par rapport à la douance. Oui, et qui finalement, ce qui va faire la bascule. Et merci d'introduire cette notion extrêmement importante de cette intuition fulgurante, qui en fait, l'intuition, c'est quoi ? C'est en fait une espèce d'alchimie extrêmement complexe entre, comme le dit Fabrice, cette capacité de saisir de façon absolument subconsciente, et je parle pas d'inconscient freudien, qu'on soit bien d'accord, mais cet inconscient cognitif qui va enregistrer une myriade d'informations à la fois grâce à la capacité d'empathie, c'est-à-dire la capacité de percevoir les émotions des autres. Donc, ils sont branchés dans le cerveau des autres. J'ai vu un jeune patient de 17 ans récemment qui me disait « c'est horrible parce qu'avec l'empathie, tu t'incrustes partout ». C'est donc, en fait, ils sont envahis par les émotions des autres, donc ils captent les émotions des autres, ils font des analyses et des synthèses extrêmement rapides sur une situation, ils perçoivent ce que d'autres n'ont pas perçu, ils entendent ce que d'autres n'ont pas vu, et donc l'intuition, c'est ça, c'est pas magique l'intuition. L'intuition, c'est une espèce de suractivité du cerveau qui enregistre, analyse, anticipe, pour reprendre les termes de Fabrice, planifie un certain nombre d'éléments de l'environnement, et qui va s'associer avec toute la sphère affective, qui va donner du sens, et qui, à l'instant T, va venir se cristalliser un peu comme un précipité chimique qu'on fait dans les labos quand on est en classe, et tout d'un coup c'est « je le sais ». Et le problème c'est que si vous demandez à ces gens-là « mais comment tu le sais ?» ils vont vous répondre qu'ils aient 6 ans ou qu'ils aient 83, c'est mon plus vieux patient à 83 ans, c'est de pouvoir, ils vont vous répondre « je le sais parce que je le sais parce que c'est évident ». Et voilà un des premiers écueils dans l'adaptation et l'intégration au monde, c'est que cette fulgurance de la pensée est assez indicible et elle est compliquée à justifier parce que eux-mêmes, c'est pas pour faire la mauvaise tête ou parce que ils veulent pas expliquer, c'est simplement que eux-mêmes n'ont pas accès aux procédures par lesquelles ils sont passés pour avoir compris ce qu'ils ont compris. Pour reprendre l'exemple de Fabrice, c'est-à-dire que c'est pas de la clairvoyance, même si ça peut du coup s'apparenter à quelque chose de l'ordre de la précognition, au vrai sens du terme. C'est-à-dire avoir cette possibilité de comprendre une situation, un delta de seconde
avant que ça soit évident pour tout le monde. Ou comme les gosses qui, par exemple, essayent d'éviter une dispute entre leurs parents parce qu'ils ont perçu qu'il y avait une tension, ils vont aller attirer leur maman ou leur papa dans un coin parce qu'ils ont senti que ça allait clasher. Mais Fabrice Bach, ce qui est paradoxal, c'est qu'on se dit d'être à ce point connecté à l'autre, empathique, on imagine que c'est un atout pour avoir des relations sociales harmonieuses. Or, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Et c'est un réel souci que d'être en lien. Et il y a quelque temps, j'accordais une interview suite à une conférence et le journaliste me faisait cette réflexion en disant, c'est particulier dans votre ouvrage, vous donnez un mode d'emploi, vous expliquez comment se faire des amis. C'est inné. Pas pour ces personnes. Parce qu'ils vont avoir un développement en décalé. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont petits, entre 2 et 5 ans, ils découvrent à ce moment-là la richesse du monde dans lequel ils vivent. C'est vraiment extraordinaire, il y a plein de choses à comprendre. Et plus on comprend le monde, plus ça entraîne d'autres questions. Je vous interromps juste là-dessus parce que vous dites à partir de 2 ans, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on peut même remonter plus tôt. Apparemment, même chez le nourrisson surdoué a déjà une attitude spécifique. Alors laquelle d'éveil, d'attention, d'être connecté, de chercher à être en lien avec son environnement et de solliciter l'interrelation. Ce sont effectivement des parents qui décrivent un nourrisson qui était très vif, qui cherchait l'interaction. Et l'interaction amène une autre interaction, une troisième, une quatrième. C'est important parce qu'on se rend compte, et c'est ce que vous étiez en train de dire, tout commence très tôt et déjà le bébé, puis 2-4 ans, les enfants ont un développement particulier qui va avoir des conséquences. Et ce qui est particulier, c'est qu'entre 2 et 5 ans, l'école, on les met à ce moment-là en pleine sociabilisation. Mais eux, à ce moment-là, sont connectés sur le monde pour essayer de le comprendre. D'où, lorsqu'ils arrivent en primaire, eux, ils vont se connecter sur la sociabilisation, parce qu'ils ont commencé à intégrer le fonctionnement du monde. L'école travaille sur le fonctionnement du monde. Ils ont un développement qui est en décalé. Et du coup, ce qui devrait être naturel en termes de lien avec les autres devient quelque chose d'extrêmement complexe. Ils n'ont pas le mode d'emploi, comme beaucoup me le disent. Je ne sais pas comment faire pour me faire des amis. Même des adultes, je ne sais pas comment être en lien avec les autres. Et cette hyper-empathie qui est présente les amène aussi à des situations un peu ubuesques. Ils sont assis et brusquement, cette empathie ce scanner affectif qui va leur permettre de se connecter aux autres, une personne s'installe à côté d'eux, puis ils vont commencer à discuter. Et cette personne commence à livrer des informations très intimes. Cette personne qui est une douance ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi elle me dit ça? Et cette personne continue à se déverser, et fréquemment ça signe de la façon suivante. Qu'est-ce que j'ai été heureux de discuter avec vous? Ah, c'est super, il faudrait qu'on recommence. La personne s'en va, sauf que la personne qui a une douance reste brusquement à quelque chose qui ne lui appartient pas. En termes de souffrance et d'angoisse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est-à-dire que voilà, la personne qui s'est confiée est soulagée, mais celui qui a pris le fardeau ne sait pas quoi en faire à ce moment-là. Et ça peut être extrêmement destructeur. Et en fait, moi, évidemment d'accord avec toi, Fabrice, mais moi je rajouterais quelque chose, c'est que et ça, c'est implicite dans ce que tu dis, c'est l'engagement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont d'abord une quête de sens extrêmement importante. La quête de sens, c'est vraiment guide, c'est leur boussole intérieure. Si ça n'a pas de sens, alors qu'est-ce que je peux faire avec ce que je comprends, ce que je ressens, ce que je perçois? Et puis la deuxième chose, c'est cette notion d'engagement par rapport à des valeurs. Ce sont des gens qui ont des valeurs incroyablement ancrées et fortes, et ça fait partie de cette souffrance dans la relation à l'autre, parce que l'engagement, il est absolu. C'est-à-dire que l'amour, c'est forcément avec un grand A. Et puis, ce sont des gens qui ont un très fort sens de la justice, de l'intégrité, de l'honnêteté, et qui, du coup, souffrent de ce monde qui peut être approximatif, qui, finalement, ne va pas attacher autant d'importance que cela à ce qui va, pour le surdoué, sembler tellement central. Et pour un surdoué, la trahison, par exemple, c'est quelque chose qui peut complètement le détruire, parce que c'est inenvisageable dans son système de fonctionnement à la fois affectif et intellectuel. D'où l'importance de donner du sens à ce sentiment de décalage avec lesquels, comme le dit Fabrice, ces enfants grandissent dès leur plus jeune âge. D'où l'importance du diagnostic. À partir de quand on commence à ressentir des effets négatifs pour les enfants? À partir de quand ils vivent mal le fait d'être différents? Mais je ne sais pas s'ils le vivent mal. C'est-à-dire qu'après, moi, je voudrais quand même juste relativiser un instant, c'est que tous les surdoués, ou quel que soit le nom qu'on leur donne,
ne vont pas mal. Hein. Il y en a quand même une vraie proportion qui va bien. Et la grande différence, c'est le milieu affectif est sécure en termes d'attachement dans lequel on a évolué, et deux, justement, et qui est directement corrélé, les capacités qu'on a développées autour de l'estime de soi et de l'image de soi, et d'avoir une sécurité affective à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, ça donne une espèce de plateforme qui va permettre de pouvoir utiliser cette puissance de pensée, cette puissance émotionnelle pour, au contraire, faire des liens très forts avec le monde et avec sa propre vie. Les bascules sont que le plus souvent, l'enfant, même tout petit, ça peut commencer, comme le disait Fabrice Bach, dès la maternelle, peut se sentir en décalage. Moi, je me souviens d'un jeune homme de 22 ans qui m'a venu me raconter un jour en consultation que, en fait, quand il est rentré en maternelle, il savait lire. Bon, jusque-là, ça arrive, des enfants qui savent lire en maternelle. Sauf que la maîtresse, le premier jour de classe, demande, elle écrit le jour et la date sur le tableau et demande aux enfants quel jour on est. Et personne ne répond. C'est-à-dire que personne ne savait lire. Lui, il savait lire. Et il a compris au CE1 qu'en fait, si les enfants n'avaient pas répondu, c'est qu'ils savaient pas lire. Et il en avait dégagé une règle implicite à l'école. Quand la maîtresse pose une question, on ne doit pas répondre. Et donc, les implicites et ce décodage d'implicite, et quand Fabrice parle de mode d'emploi, on est bien d'accord. C'est-à-dire que le décodage d'implicite est souvent compliqué à mettre en place, en particulier avec l'école, puis après avec le monde professionnel pour ces personnalités-là, parce que justement, ils n'ont pas les mêmes implicites. Pour eux, pour ce jeune homme, c'était évident que tout le monde savait lire en maternelle. De la même façon, dans la vie professionnelle, c'est évident pour les adultes que il y a des valeurs qui doivent être respectées, que quand on dit quelque chose, on tient sa parole, que un engagement est un engagement, que si on fait quelque chose, on le fait vraiment à fond, que on bluffe pas, que on manipule pas les autres. Mais ce qui va faire justement, qu'à un moment donné, pour répondre à votre question, est-ce qu'à un moment donné, la douance peut devenir une souffrance? Tout va dépendre des guides que cet enfant, cet adolescent et cet adulte va trouver sur sa route. Les premiers guides, bien entendu, sont les parents et l'importance d'une bonne cohésion parentale. Combien de fois, effectivement, une vie de couple, c'est quelque chose de compliqué, c'est pas toujours linéaire. Et pour préserver cet enfant à haut potentiel, on va pas tout lui dire, lui, il ressent. Il observe. Donc il faut en parler. Il faut pouvoir en parler. Faut pas faire de cette question un tabou ou vouloir protéger son enfant sans lui en parler. Non, du tout, parce qu'en plus, au contraire, chez lui, ça va être rassurant de mettre des mots. Et puis ensuite, pouvoir trouver des guides, parce qu'il va tester les guides parentaux, mais à 5-6 ans, ce sont des enfants qui ont compris la limite des guides parentaux. Donc il va chercher ailleurs. C'est tout, c'est ailleurs, mais c'est l'école, il y a d'autres adultes. Là, encore une fois, tout va dépendre de son histoire personnelle, des guides qu'il va trouver, des guides qui vont pouvoir, comme le disait très bien Jeanne, lui permettre de développer ses compétences, le prendre en compte dans sa spécificité. Il y a quelques mois, j'ai participé à une formation dans le cadre de l'éducation nationale, auprès de personnels de l'éducation nationale. Je fais partie du groupe de référence de mise en place des dispositifs d'accueil pour enfants précoces en région Rhône-Alpes. Et on a interviewé 3 personnes à haut potentiel, qui ne se connaissent absolument pas. Et on les a amenés à expliciter quels étaient leurs parcours de l'école. Et à la fin, on leur a posé une question. Pour vous, l'école idéale, c'est quoi? Leur réponse a été simple. Les 3 réponses identiques. Une école humaine, qui nous prend en compte dans nos spécificités comme les autres. Fabrice Bach et Jeanne Siofachin sont les invités de la Tête au carré. Vous allez répondre dans un instant aux questions des auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag l'attaque. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Lou Reed, Walk on the White Side sur France Inter. Dans la tête au carré, nous sommes en compagnie de Jeanne Siofachin, psychologue, auteur de Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué chez Odile Jacob, et Fabrice Bach, auteur de La précocité dans tous ses états aux éditions de l'Harmattan. Énormément de messages qui arrivent sur la page web de l'émission. Évidemment, je ne pourrai pas tous vous les lire. Beaucoup de témoignages, pas seulement des questions, essentiellement des témoignages de gens qui se reconnaissent ou qui sont passés par les étapes que vous décrivez. Je vous en livre un. C'est Catherine qui nous adresse ce message. J'ai 46 ans, je suis maman de 4 enfants. Je viens de découvrir grâce à un ami qu'il avait compris que je suis surdouée et je vis planquée chez moi, mère au foyer, pétrifiée de peur par le monde professionnel et par l'absurdité de la société. Je vis depuis toujours un paradoxe permanent qui m'use et me paralyse, être intimement convaincue de pouvoir faire avec succès tellement de choses et parallèlement n'être bonne à rien. Comment sortir de ce cercle infernal, demande Catherine Fabrice Bach. On sent toute la détresse complètement. qu'on n'arrive pas forcément à comprendre quand on n'est pas concerné. Non, mais effectivement, c'est très important ce témoignage. J'évoquais tout à l'heure ces éléments liés aux structures mères. Il y a une structure mère qui est l'inhibition. Et si cette structure mère n'est pas régulée, elle va entre guillemets enfler, comme un gigantesque ballon de baudruche. Et c'est ce paradoxe que cette auditrice décrit très bien. J'ai le sentiment de pouvoir faire, mais il y a une voix en moi qui me dit de toute façon, c'est pas la peine, je n'y arriverai pas. D'où cet enfermement qui est présent. Et un des éléments clés sur le plan thérapeutique maintenant que l'on a, c'est de pouvoir réharmoniser ces structures mères pour permettre aux personnes de retrouver la globalité de leur identité. Alors les grands traits qui colorent la personnalité des personnes surdouées arrivées à l'âge adulte, on a un peu l'impression, d'ailleurs c'est un tableau qui se trouve dans votre livre Fabrice Bach, un peu comme si au départ ce qui aurait pu être des facilités se fanent un peu avec le temps et deviennent des handicaps à l'âge adulte. Oui. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces traits de la pensée qui deviennent encombrants? Complètement. Très tôt par exemple, ce sont des enfants qui sont dans un traitement simultané de l'information. Ils peuvent traiter 4 à 5 informations au même moment. Et on les met dans un traitement séquentiel. Bien des années après, si malheureusement on n'a pas permis à ce traitement simultané de se pérenniser, ce sont des personnes qui ont le sentiment de vivre des confusions de pensée, des idées qui partent dans tous les sens, qui ne se canalisent pas, qui peuvent avoir des difficultés à suivre une conversation. Et en même temps, ils se disent « mais je ne suis pas cette conversation parce que ça a l'air tellement pauvre, tellement inintéressant ».
Et un exemple. Et effectivement, il y a des caractéristiques spécifiques chez les enfants, et l'intérêt était de faire le parallèle à l'âge adulte. Alors, bien entendu, et Jeanne l'a évoqué précédemment, un certain nombre de personnes à haut potentiel ne les verront jamais dans nos cabinets parce qu'ils vont bien. Oui, par définition, ce sont ceux qui ont des problèmes, des souffrances, des souffrances qui viennent vous voir. Est-ce qu'on a une idée de la proportion dans la population générale de gens qui sont plus ou moins surdoués? Oui, ça c'est très clair. Hein. On sait que ça concerne 2% de la population, ce qui est quand même important. Maintenant, ce qu'on sait moins bien, c'est quelle est la population en souffrance et la population qui va bien. Ça, on n'a pas tellement de chiffres par rapport à ça. Alors Laurence vous adresse cette question, toujours sur la page de l'émission sur franceinter.fr. J'ai 55 ans et après des années de dépression insoignable, on vient de me diagnostiquer surdoué. Ça me fait une belle jambe, dit-elle. Que puis-je en faire, sinon enfin comprendre pourquoi je me suis toujours senti en décalage social et personnel? Alors, qu'en faire? Bah oui, justement. Mais moi, je trouve que c'est important. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que, en fait, l'importance du diagnostic, elle est à tous âges, et en particulier à l'âge adulte. Parce que, effectivement, ce qui se passe, c'est que comme ce sont des tableaux cliniques qui n'existent pas dans les manuels de psychiatrie ou de psychologie, on essaye de caser ces patients-là dans des tableaux cliniques qui ne leur correspondent pas. Et effectivement, Fabrice parlait du traitement simultané de l'information, ce que moi j'appelle la pensée en arborescence, c'est-à-dire une pensée qui est toujours en marche, une pensée qui va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre, avec comme ça dans une infinie d'associations d'idées où chaque question n'appelle jamais une réponse, mais une nouvelle question, une nouvelle hypothèse. Et épuisant, aussi, en fait. c'est épuisant, et en même temps, ça brasse les émotions avec. Et qu'est-ce que ça brasse? C'est un peu je vais revenir à Laurence, mais c'était le premier témoignage. Ça brasse aussi du doute. C'est-à-dire que quand on est dans cette quête permanente, on est toujours en train de douter, puisqu'on n'a jamais de certitude. Et ce doute sur soi, qui en plus va être éclairé davantage par l'acuité de l'intelligence et par l'immense sensibilité, peut effectivement inhiber complètement certaines personnalités qui vont se mettre en retrait de la société parce qu'elles ont peur d'aller dans un monde dont les codes sont complexes à décoder. Et par rapport à Laurence, oui, Laurence a l'air de dire qu'elle s'est fait diagnostiquer et que maintenant ça l'avance pas. Mais Est-ce Laurence, qu'elle a bien fait de se faire? Mais oui, Laurence, oui, bien sûr, c'est important parce que ça donne du sens, parce que tout d'un coup, ça permet de revisiter et de comprendre son parcours avec ce nouvel éclairage. Et plutôt que d'avoir des déformations, c'est-à-dire de se dire que on n'a pas vécu ceci comme cela ou qu'on a vécu ceci d'une autre façon, on peut enfin donner du sens. Et à partir du moment où on peut donner du sens, alors on peut mettre en place une nouvelle dynamique de vie et une nouvelle façon d'aller bien. C'est-à-dire vraiment savoir qui on est pour pouvoir savoir où on va. Alors on va donner quelques conseils. Avant, restons encore sur le diagnostic. Et sur le diagnostic, comment faire un diagnostic et bien faire un diagnostic? C'est important le diagnostic parce que justement cette espèce de foisonnement de pensée et ces ascenseurs émotionnels où on peut passer d'un quart de seconde à l'autre, du rire aux larmes, conduit à des confusions très délétères pour les personnes, soit avec des troubles bipolaires, puisqu'on va considérer que les patients passent d'une phase d'excitation psychique à une phase de dépression profonde. Donc et ça, très en psychiatrie, concrètement, vous êtes en train de nous dire que certains psychologues se trompent de diagnostic et disent à des gens vous êtes bipolaire alors que vous ne l'êtes pas. Par méconnaissance. Je crois que pour rebondir sur ce qu'évoquait Jeanne à l'instant, dernièrement j'ai vu une jeune demoiselle d'une vingtaine d'années caractérisée comme étant anorexique, avec déjà 2 hospitalisations, et rien n'a fonctionné. Et lorsqu'on a commencé à échanger ensemble, j'étais un petit peu interpellé par sa façon d'appréhender sa problématique. On a fait un diagnostic, on a identifié effectivement une jeune demoiselle à très haut potentiel, à 142 depuis. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa pensée? Au moment de la restitution, j'ai commencé à lui expliciter justement comment elle fonctionnait. Et pourquoi, à un moment donné, je pensais que cette anorexie était devenue un point d'ancrage de sa pensée. Tant qu'elle pensait à ça, elle ne pensait pas à autre chose. Et ça, elle avait essayé de canaliser ses propres angoisses. Et là, j'ai une jeune demoiselle qui me regarde et qui me fait « Vous êtes le premier à me dire ça. Pourquoi les autres n'ont rien vu ?» Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, alors il y a un travail de fond qui est fait au niveau des professionnels pour une meilleure connaissance du haut potentiel, mais on a encore beaucoup de travail dans ce sens. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de mythes et il y a encore beaucoup de résistance. Alors que finalement, c'est même dans le monde des professionnels. Mais bien sûr, c'est pour ça. C'est que du coup, ce qui est important, c'est simplement de décoder, comme le dit Fabrice Bach par rapport à sa patiente, de décoder un fonctionnement. Et les dépressions, par exemple, des adolescents surdoués, elle est très et je rebondis sur ce que tu dis, Fabrice, c'est que c'est de la dépression sur du vide. C'est-à-dire surtout ne plus penser, surtout ne plus activer cette infernale machine à penser qui a conduit à précipiter cette souffrance. Alors, donc, il y a la bipolarité qui est vraiment un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont diagnostiqués bipolaires et qui ne le sont
pas, qui justement ils sont dans ces ascenseurs émotionnels, certes, mais c'est pas pathologique, parce qu'être surdoué, c'est pas une pathologie. Alors un conseil très pratique, si en écoutant cette émission ou par d'autres biais, on se dit, mais je suis peut-être surdoué, c'est peut-être ça qui est la cause de mon mal-être. Où est-ce qu'on va pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de ça, si c'est le cas? Et c'est une question importante, mais c'est vrai que la seule possibilité, c'est de pouvoir s'adresser à des professionnels qui sont dans 98% des cas des psychologues, qui sont des personnes éclairées et formées à ce type de bilan et de diagnostic, et avec lesquels on va pouvoir faire un bilan complet, parce que faire un bilan, c'est pas uniquement faire un test de QI ou prendre sa température de QI, parce ça que ne sinon, suffit pas le QI. Non, parce que le QI c'est comme la fièvre. Quand vous avez 39 de fièvre, selon les symptômes que vous avez avec, c'est pas tout à fait le même tableau clinique. Et un score n'est pas un diagnostic. Un score, ça oriente un diagnostic. Fabrice Bach. Aujourd'hui, effectivement, l'évaluation psychométrique est incontournable. Avoir des patients à qui on a dit aussi, je pense que vous êtes précoce, faites pas de test, mais j'en suis sûr. Attention, ils ont besoin aussi de faits indubitables. Mais en restant une évaluation psychométrique, un QI, c'est extrêmement limitatif. On va effectivement y adjoindre un certain nombre d'évaluations sur le plan cognitif, du fonctionnement de la pensée, sur le plan affectif. Et l'idée étant bien de pouvoir renvoyer à la personne la globalité de son fonctionnement. Et il y a un élément vraiment central. Un diagnostic n'est qu'un point de départ, ça n'est pas un point d'arrivée. Ouais. C'est un point de départ. Alors un point de départ, voilà. Alors un point de départ, pourquoi? Pour faire une carte du territoire. En fait, un diagnostic, c'est une carte du territoire. C'est-à-dire, c'est enfin donner à ces personnalités-là une carte de leur propre territoire. Et puis qu'est-ce qu'on en fait alors? Eh bien, à ce moment-là, on peut voir où sont les zones de ressources, parce qu'il faut toujours aller chercher les ressources chez les personnes, parce que c'est ça aussi sur lesquelles on va s'appuyer et qui vont être des leviers thérapeutiques. Savoir où sont les forêts sombres dans lesquelles il va falloir aller tailler à la hache, où sont les champs laissés en jachère qu'il va falloir aller cultiver, et comment on va pouvoir tracer un chemin pour que cette personne puisse avancer sur un chemin qui est le sien et sur lequel la personne se sente confortable et que ça reprenne du sens. Alors ce sont de très belles images, mais alors très concrètement, Fabrice Bach, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites avec vos patients pour qu'ils soient plus heureux, qu'ils s'épanouissent mieux? Alors il y a tout un protocole qu'effectivement je décris dans mon ouvrage, parce qu'on ne s'improvise pas dans l'accompagnement de ces personnes, et Jeanne en serait tout à fait d'accord, on peut pas comme ça tenter des choses, parce qu'ils ont besoin de guides cohérents. Effectivement, ce qui est très particulier dans mes consultations, comme je décris dans mon livre, la première étape, c'est moi qui vais leur parler. Comme tu disais très bien, Jeanne, pour leur dresser cette cartographie. Et là, ils réagissent. Oui, parce que c'est important de faire une sorte de voix off, c'est-à-dire de décoder à haute voix leur fonctionnement, de façon à ce que ça puisse leur donner une trame et un guide auquel enfin se référer, et que ça reprenne sens par rapport à leur propre parcours de vie. De là, la deuxième étape, une fois qu'effectivement, moi, je commence à leur parler, et progressivement, ma parole va s'effacer pour laisser place à la leur. La deuxième étape, ça va être, comme le disait Jeanne, remettre en lumière certains éléments du passé qui ont pu être douloureux. Pouvoir aussi, comme je dis dans mon ouvrage, rendre à César ce qui appartient à César. Combien de fois ils ont eu des héritages en avance en termes d'angoisse, de stress, qu'ils se sont appropriés et ne savent pas quoi en faire. Et là, on va commencer, et c'est une façon de remettre en œuvre cette structure mère qui est la classification, à se réapproprier. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui appartenait à d'autres? Qu'est-ce qui appartenait à mes parents? Ce dont on ne se rend pas compte, et Jeanne l'évoquait précédemment, on a des ados qui... Un jour, j'ai un ado qui m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Il m'a dit « Vous savez ce qui ne va pas, monsieur Bach ?» Je dis « Non, c'est quoi ?»« Mes parents vont divorcer, ils ne le savent pas encore. » Et lui, il l'avait prévu. Il dit « Mais qu'est-ce que tu en fais ?» Il dit « Je vais tout faire pour éviter ça. » Et il passait depuis des années à faire des petites expériences pour éviter cette situation-là. Il s'était approprié les angoisses de ses parents. Et ça, effectivement, on a des personnes adultes qui vivent dans le même processus. Ensuite, on va commencer à les amener à réidentifier, Jeanne le disait, leurs points forts, à remettre en sens la construction de leur identité, la relation à l'autre, la relation de couple qui est extrêmement complexe, là aussi. Tout l'enjeu thérapeutique, c'est de les remettre dans leur sens de vie à eux et les sortir des pièges et des croyances dans lesquelles ils ont été souvent enfermés pendant très longtemps. Parce qu'ils ont grandi. Ce travail un peu de reprise en main de soi, hein, finalement. Oui, c'est-à-dire que finalement, moi j'aime bien cette image aussi de la boule à facettes. C'est-à-dire que souvent, ce sont des personnalités qui sont construites dans des multifacettes au niveau de l'image de soi, en renvoyant des images distinctes en fonction des personnes avec lesquelles, qui sont autour d'eux. Et pour toujours pareil, avec cet enjeu de se sentir aimé. Et finalement, au milieu de cette boule à facettes qui brille, ou qui tente de briller, il y a une personne toute recroquevillée avec un pouce dans la bouche, et qui a peur, et qui sait pas comment faire avec le monde, qui est un peu le témoignage que vous lisiez tout à l'heure de cette mère de famille de 46 ans. Et tout l'enjeu thérapeutique, ça va être de remettre ces personnes-là en cohérence avec ce qu'ils sont eux. Et
qui puissent se réapproprier leur fonctionnement pour faire de la force fragile une force de vie. Je rappelle, alors évidemment on n'a pas tout abordé, c'est un sujet vaste et passionnant. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Jeanne Siofachin, Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué chez Odile Jacob, ainsi que l'enfant surdoué chez le même éditeur. Et puis Fabrice Bach, La précocité dans tous ses états, aux éditions de l'Harmattan. Merci à tous les deux. Dans un instant, nous retrouverons le petit journal connecté de La Tête au Carré, le hashtag l'attaque. I do not agree. This is not for me. No musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be. No musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree. This is not for me. No musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me. I won't let it be. No musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong. And what about the gospel singer, heavenly messages of love? And woe the soul man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree, no. C'était Musical Genocide, Grégory Porter dans La Tête au Carré sur France Inter. La programmation musicale est signée Jean-Michel Montu. Hashtag. Hashtag l'attaque. C'est donc l'heure du petit journal connecté de La Tête au Carré, un petit tour dans l'actualité des sciences et des techniques en compagnie de Florence Porcel, Dominique Dupagne et Axel Villard. Bonjour. 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 On commence avec les infos du jour et c'est vous qui commencez, Dominique Dupagne. Eh bien, on a une nouvelle importante qui concerne des millions d'auditeurs. La Haute Autorité de Santé vient de recommander d'arrêter de doser la vitamine D dans le cadre des examens de sang de routine, car ce dosage est tout simplement inutile. Ah tiens. Ces analyses et les pseudo-déficiences en vitamine D qu'elles révélaient avaient explosé ces dernières années. Il faut reconnaître que des normes assez surprenantes, dont l'origine restait d'ailleurs obscure, plaçaient 80% de la population sous le taux sanguin recommandé. Donc, si l'on n'est pas suspect de rachitisme ni l'objet de fractures répétées, point de dosage de vitamine D. Et voilà, et un peu moins de surmédicalisation. Axel, la police pourrait bientôt lire dans nos pensées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et oui, c'est du moins une des possibilités qu'offrirait la technique du brain decoding, le décodage du cerveau, si un jour elle est disponible. Et on s'en approche dangereusement. Des neurologues allemands ont proposé à des volontaires de se balader grâce à un ordinateur dans des appartements virtuels en 3D. Ils ont ensuite placé dans un scanner les volontaires et ils leur ont montré les images des appartements et certaines images qui n'étaient pas des images des appartements. Ils ont été capables de prédire à 80% le nombre de personnes qui ont visité les appartements et qui ne les ont pas visités. Bientôt, le détecteur de mensonges sera rangé dans le grenier avec le Minitel. Oui, une moue très dubitative de la part de nos deux psychologues qui sont restés autour de la table. Une micro-réaction, Jeanne Siofachin ? Oui, j'ai rien compris.
Il faudra revenir. Ça me fait peur, je n'osais pas le dire. Florence Porcel, l'ONU aurait-elle peur que le ciel nous tombe sur la tête? En tout cas, elle vient de décider de prendre des précautions nouvelles. Et oui, vous vous souvenez de cette météorite qui est tombée en Russie en février dernier et que personne n'avait vu venir? Oui. Eh ben voilà, ça aura servi de leçon au moins à l'ONU qui a décidé d'adopter un plan pour protéger la Terre des astéroïdes. Un groupe international d'urgence doit être mis en place pour faciliter les échanges d'informations entre nations et réagir le plus rapidement possible si la Terre venait à être menacée. L'astrophysicien et astronaute américain Ed Lu, à l'initiative de ce projet, a déclaré que si nous sommes touchés à nouveau d'ici 20 ans, ce ne sera pas de la malchance, ce sera de la stupidité. Je rappelle que plus d'1 million d'astéroïdes pourraient percuter notre planète et qu'aucune organisation internationale n'est prévue pour faire face à ce genre de problème. Et pour revenir sur la météorite qui est tombée dans l'Oural en février dernier, le site Science et Avenir nous apprenait cette semaine que l'on venait de repêcher dans un lac russe ce que les scientifiques pensent être un des gros fragments de cette météorite. Dominique Dupagne, moi qui me réjouissais de découvrir en direct live une de vos fameuses stats à la con, eh bien non, apparemment vous les réservez pour Mathieu Vidard. Pas de stats à la con aujourd'hui. Désolé de vous décevoir, Daniel, mais aujourd'hui c'est une étude à la con. Oh, elle c'est est pas belle mal non quand plus. même. Elle est C'est belle, pas elle est belle. Vous avez certainement entendu parler de cette nouvelle bouleversifiante qui a déferlé dans les médias, les célèbres et centenaires biscuits américains Oreo, vous savez, ceux qui sont noirs à l'extérieur avec du blanc au milieu. Ah, vous en avez même un exemplaire. Serait aussi addictif à que la cocaïne ou que la morphine. Certes, Dark Gator bourré d'huile de palme n'est pas exempt de critiques, mais de là en faire une drogue, il y a un pas qui a été franchi sans un accroc dans la voie par un certain professeur Schroeder et quelques étudiantes du Connecticut College. Ils ont prétendu avoir travaillé sur les gâteaux Oreo du fait de leur notoriété et de leur richesse en sucre et en graisse. J'imagine l'ambiance dans la cellule de crise de Nabisco, société qui commercialise Oreo. C'est l'occasion de préciser que je n'ai personnellement aucun lien d'intérêt dans cette affaire. Ces scientifiques ont monté un protocole avec des rats. Un premier groupe, préalablement affamé, avait le choix entre les Oreos à la crème et des galettes de riz de régime. Je vous laisse deviner ce qu'ils ont préféré. Et mieux, les rats ouvraient les gâteaux en deux pour manger spécifiquement la crème, comme je le faisais avec les chocobéennes quand je n'étais encore qu'un petit rongeur. Un autre groupe de rats avait le choix de se faire injecter de la cocaïne, de la morphine ou de l'eau distillée. Et là encore, le choix des rats n'était pas surprenant. Là où ça devient osé, c'est quand ces rats ont été sacrifiés pour doser dans leur cerveau une protéine associée au plaisir dont le taux aurait été plus élevé chez les rats amateurs d'Oreo que chez les rats amateurs de drogue dure. C'est déjà rocambolesque, mais la conclusion est stupéfiante. Le sucre et le gras agiraient comme une drogue, d'où l'obésité dans les pays riches, mais ouais, le scoop. Nous le savions depuis 1966, date de sortie de la célèbre publication scientifique franco-britannique de Gérard Houry. Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais. Asseyez-vous. Dites 33. 33. 33. Eh ben... 33. Un extrait de La Grande Vadrouille, c'est ça ? Absolument. Franchement, ce type de travail n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que manger des choses appétissantes procure du plaisir que l'on peut assimiler ces produits et des drogues. Le raccourci est un peu brutal, nous ne sommes pas des rats. Si les gâteaux gras et sucrés ne constituent pas un aliment idéal, loin de là, ils ne transformeront pas pour autant vos enfants en junkies. L'intérêt de la prohibition du plaisir reste à prouver. Si de trop nombreux journalistes ont repris l'information sans prendre de distance, certains ont fait leur boulot, à l'image de Jean Yvenot dans Slate ou de Thomas Loubière dans Libération, qui ont su relativiser la portée de ce travail qui ressemble plus à une blague de potache qu'à autre chose. Ou à une opération de com pour les petits gâteaux en question, parce que concurrent. Coup, ah non, pas com, parce que là c'est pas bon, je vous dis, il y a sûrement une cellule de crise là. Du moment qu'on en parle. Florence Porcel, aujourd'hui c'est Halloween, mais alors quel est le rapport avec les sciences ? Ah bah oui, effectivement, à moins de vous prouver par A plus B que scientifiquement un zombie ne peut pas exister, parce qu'être à la fois mort et vivant, ce n'est pas possible. Quoique, le chat de Schrödinger pourrait vous dire le contraire, mais c'est une autre histoire, et puis les chats ne font plus partie des créatures maléfiques. Non, moi je vais essayer de vous faire peur avec ce qu'on peut trouver dans l'espace. Alors ne vous réjouissez pas trop vite, il ne s'agira pas de météorites tueuses de dinosaures qui commencent à foutre les miquettes à l'ONU, ni d'extraterrestres verts et gluants qui ne font plus peur à personne depuis 1982, ni d'un remake de Gravity au sein de ce studio coupé du monde, malgré le fait, Daniel, que vous feriez un George Clooney du meilleur effet. What else? Mais trêve de plaisanterie, je suis là pour vous faire peur, alors écoutez voir.
Qu'est-ce que c'est que cet enregistrement, Florence Porcel? C'est flippant, hein? Oui, un petit peu. C'est surtout assez déstabilisant. C'est un condensé en quelques secondes de ce qu'a pu entendre la sonde Voyager 1 au sein de notre système solaire dans les années 90. Ah tiens. Évidemment, alors oui. Oui, évidemment. le son ne se propage pas dans l'espace. Ah pourtant. non, et vous avez absolument raison. Ce ne sont pas des ondes sonores classiques qui ne peuvent pas se propager dans le vide de l'espace, donc, mais d'ondes radio que les sondes peuvent capter et qui sont ensuite transformées par les scientifiques en fréquences audibles pour nos oreilles d'humains. Alors, plus exotique mais tout aussi étrange, voici le champ de la ceinture de Van Allen autour de la Terre qui nous protège des radiations qui viennent en grande partie du Soleil. Un petit côté cartoon, votre ceinture de Van Allen. Et pourtant, ce sont des vrais sons. Ah oui. Et pour finir, mon préféré, celui qui vous donnera des cauchemars cette nuit, c'est Uranus. Ah. Des cauchemars, c'est pas, ça fait un peu tempête de sable, c'est pas si terrifiant que ça. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais si on s'y trouve, en vrai, ça doit faire flipper quand même. Hein. Donc si vous voulez vraiment vous faire peur ce soir, remplacez vos oreilles par des antennes radio et faites une petite balade dans le système solaire. Mais attention, comme dans tout bon film d'horreur qui se respecte, souvenez-vous que dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et Axel, vous célébrez vous aussi Halloween à votre façon apparemment. Oui, j'ai un peu copié. Alors c'est pas du tout dans mon habitude de célébrer Halloween, mais vu que Florence avait décidé de jouer le jeu, je me suis dit que je pouvais le faire. Et puis j'ai eu une idée. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas se moquer? Alors pourquoi se moquer de quoi? Se moquer d'Halloween, c'est pas mal. Se moquer de la mort, parce que c'est toujours bon d'en rire, et des Américains, et je vous propose de faire tout ça en une seule chronique. Oui, et ça a quand même un petit rapport avec les sciences ou pas du tout? Ah, on y va, on peut mettre un peu de science comme ça, on continue. Alors en fait, j'ai découvert une série scientifique américaine, malheureusement traduite en français, et j'aimerais partager cette joie avec vous. Écoutez, tous les épisodes commencent à peu près comme ça. Moki est stripteaseuse de son état. Elle joue aussi dans des films porno à l'occasion. Malheureusement, au cours d'un tournage, elle est victime d'une blessure. Alors, c'est un programme court diffusé par Discovery Science, l'adaptation française de la chaîne américaine du même nom. Le programme s'appelle 1000 morts insolites. Les traductions sont magnifiquement nulles et c'est le cliché du programme à sensation, du sexe, du sang, des morts dégoûtantes, des sciences très lointaines et des experts à la voix grave et sérieuse. Je suis sûr que vous trépeignez d'impatience d'écouter la suite de l'histoire de Moki, la stripteaseuse blessée à l'arrière-train, n'est-ce pas? Allez, on y va. Alors, on écoute. On se sert d'un cautère dans les salles d'opération pour couper la peau et d'autres tissus. Mais pendant l'opération, Moki laisse échapper une flatulence. Le proctologue a omis d'aviser sa patiente de l'importance de rester à jeun. Le hot dog au chili qu'elle a avalé la veille fait des siennes. Faisant fi des gaz, le docteur Batera se remet au travail. Voilà, comme ça, ce sera bientôt fini. Mais juste avant qu'il cautérise la dernière plaie, Moki laisse échapper un dernier vent. J'aime beaucoup la tête de nos deux invités qui sont restés et qui disent « Ah, c'est comme ça la fin de l'émission alors. » Et oui, vous vous dites « C'est pas possible ». Eh bien si, nous sommes le 31 octobre 2013 et vous écoutez France Inter et ce que vous entendez est du premier degré. Allez, on termine ici, encore un petit effort. Les gaz qui s'accumulent dans notre côlon sont composés de méthane, d'hydrogène et d'oxygène. Les deux premiers sont hautement inflammables. Quand un instrument qui génère des étincelles, comme un cautère, entre en contact avec ces gaz, ils peuvent s'enflammer rapidement. Dans ce cas, à l'instant même où le médecin a inspiré, la patiente a laissé échapper un gaz. Les flammes se sont engouffrées dans la trachée pour ensuite lui griller les poumons. Alors, si vous voulez voir d'autres épisodes de 1000 morts insolites sur la chaîne Discovery Science, tu les veux tous. Rassurez-moi, c'est pas obligé. Ah non, vous n'êtes pas obligé. Dominique Dupagne, qu'est-ce que vous en pensez? Au début, je croyais que c'était une blague, mais apparemment, donc c'est au premier degré. C'est du premier degré. C'est du Halloween terrible, ça. Et c'est des faits divers qui apparemment se sont passés. Alors, j'ai essayé de vérifier celui-là. J'ai pas réussi. Tous les noms sont changés. C'est impossible de savoir si c'est du lard ou du cochon. C'est comme la couverture de détective, un peu. C'est un peu ça. D'accord. Bien, merci beaucoup, Florence Porcel, de
Dominique Dupagne et Axel Villard. C'était un plaisir de découvrir avec donc toute cette semaine la nouvelle tribu du hashtag l'attaque, avec effectivement des drôles de choses qu'on peut découvrir dans cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos en lien avec les chroniques que vous avez entendues. Si vous n'avez pas tout compris, s'il y a certains passages qui méritent peut-être la réécoute, il y a aussi des vidéos et des approfondissements sur la page des chroniques donc du hashtag l'attaque. Ça se passe sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi regarder les épisodes de la semaine dessinée, le très beau travail hebdomadaire d'Aurélie Baudenave et de Sofia Zandotti sur la page internet. Et si vous avez des questions, des remarques ou même des idées, vous pouvez en parler avec notre community manager Sylvain Guilbeault sur Twitter ou sur Facebook. Vous cherchez La Tête au Carré et vous devriez nous retrouver. On se retrouve demain pour les grosses têtes au carré.